Madame, Monsieur, bienvenue dans cette édition vespérale sur votre chaîne. Tout de suite, les principales articulations. Il a déclaré être déterminé à prouver son innocence dans ce procès qualifié de procédé sa vie. Constant Moutamba était face au procureur général près la Cour de cassation ce mercredi pour le 3e round dans l'affaire détournement présumé des 19 millions de dollars américains destinés à la construction de la prison des Kisangani dans la Chopo. Dossier à suivre dans ces journaux. Toujours en justice, peine de mort, 10 ans des servitudes pénales et 20 ans de prison ferme. Tels sont les verdicts prononcés par les tribunaux militaires de garnison d'Engaliema mardi dernier contre 60 présumés bandits urbains, communément appelés Kuluna. Un verdict exemplaire contre ceux qui s'adonnent à troubler la quiétude des paisibles citoyens. Vous suivrez également les précisions dans cette édition. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez en ce net moment de partout dans le monde. Et pour commencer cette édition, nous allons d'abord prendre la poursuite du procès dans l'affaire opposant Constant Moutamba, ex-patron de la justice congolaise, au ministère public ce mercredi au parquet général près la Cour de cassation qui l'accuse du détournement des 19 millions de dollars américains destinés à la construction de la prison des Kisangani dans la province de la Chopo. Pour la 3e audience, le crocodile des Lubao s'est présenté à l'heure et serein accompagné de 6 avocats. Moïse Makoro nous fait revivre l'audience de cet après-midi dans ce reportage. 3e jour de la semaine et 3e rang judiciaire pour l'ancien ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, face au procureur général près la Cour de cassation. Pour la partie défenderesse, leur client a déposé 2 requêtes en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle, dont la première est dirigée contre les décisions prises par l'Assemblée nationale autorisant au procureur général près la Cour de cassation de procéder à l'instruction et aux poursuites à charge contre Constant Moutamba, et la seconde contre la décision de la Cour rejetant toutes les exceptions qui avaient été soulevées et par l'accusé. Ces décisions violent la Constitution parce qu'elles ont été votées à main levée à la place des bulletins secrets comme les prévoit la Constitution. Conséquence, la partie Moutamba demande alors à la Cour de cassation de surseoir l'affaire en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce. Quant à l'organe de la loi, la Cour devrait rejeter ces exceptions qualifiées de dilatoires et devrait poursuivre la procédure. Pour rappel, l'ex-patron de la justice est poursuivi pour le détournement de 19 millions de dollars américains destinés à la construction de la prison de Kisangani et de la mauvaise procédure des passations des marchés de gré à gré. En dépit des 10 accusations, Constant Moutamba reste déterminé d'aller jusqu'au bout dans ces dossiers pour prouver son innocence. Toujours dans la même veine d'actualité, le 2e round judiciaire de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, est attendu ce jeudi 31 juillet à la haute cour militaire de Kinshasa-Gombe. L'ancien chef de l'État congolais est poursuivi pour plusieurs charges qui pèsent contre lui, notamment la haute trahison, la participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, homicide intentionnel par balle, viol, torture et déportation ainsi que occupation à force ouverte dès la ville des Goma. Encore une fois, Moïse Makoro dans cet élément. Ce qui était chimérique hier est devenu réalité à la haute cour militaire. 2e audition dans l'affaire qui retient les conversations des Congolais. Procès de l'ancien président congolais Joseph Kabila Kabange, l'homme de terreur qui a dirigé ces pays des mains de fer 18 ans durant. Attendu à la barre ce jeudi, le prévenu qui, lors de la première audition, a brillé par son absence, visiblement semble récidiver le jeudi prochain au vu de sa présence à Goma, dans le Nord Kivu, alors sous occupation des terroristes de l'armée rwandaise. Ce procès est plus qu'une affaire d'État.
Accusé de participer à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, homicide intentionnel, trahison, viol, torture et déportation, occupation par force de la ville de Goma, complicité avec les mouvements du 23 mars, un groupe armé soutenu par l'armée rwandaise, l'homme de Kingakati encourt la prison à vie et confiscation des biens en cas de condamnation par la haute cour militaire. Affaire à suivre. Et comme je le disais tantôt en titre, de manière brève, les tribunaux militaires de garnison d'Ingaliema a rendu son verdict mardi 29 juillet à Kinshasa, condamnant 60 présumés bandits urbains, communément appelés Kuluna, à des lourdes peines allant jusqu'à la peine capitale pour des faits qualifiés de terrorisme. Selon le capitaine Guy Kapend, président du tribunal, cette audience foraine a abouti à la condamnation d'un prévenu à la peine de mort, 3 autres à 10 ans de servitude pénale, tandis que la majorité, soit 56 individus, écopent des 20 ans de prison ferme afin de répondre coûte qui coûte de leurs mauvais actes. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines interventions. Changeons de chapitre à présent pour nous rendre à l'Assemblée nationale, mais cette fois-ci en dehors de nos frontières, où le président Vital Kamerhe prend part à la 6e conférence mondiale de présidents des parlements à Genève, ouverte depuis mardi 29 juillet dernier à l'Office de Nations Unies sous les thèmes « Les mondes dans la tourmente, coopération parlement et multilatéralisme en faveur de la paix ». Cette rencontre des grandes envergures réunit le président des chambres parlementaires des pays membres des Nations Unies. Antimos Mondokumbo dans cet élément. Plusieurs débats et tables rondes sont prévus au cours de ces travaux portant sur les grands défis mondiaux actuels. La session inaugurale était marquée par de nombreuses interventions, notamment celle de Tulia Axon, présidente de l'Union interparlementaire, de Martin Chungong, secrétaire général de l'UIP, du représentant du secrétaire général de l'ONU, Earl Courtney, et de plusieurs présidents des parlements, ainsi que celui de l'acteur américain Michael Douglas, invité d'honneur de cette conférence. La République démocratique du Congo est représentée à ses assises par le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, accompagné d'une délégation composée de députés nationaux et sénateurs. Comme lors de la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie récemment tenue à Paris, l'enjeu majeur pour la RDC à cette conférence de Genève reste la promotion du processus de paix en cours, notamment l'accord signé entre la RDC et les Rwandais à Washington le 27 juin dernier. L'objectif est d'obtenir le soutien et l'accompagnement du Parlement des pays membres de l'ONU par l'entremise de l'Union interparlementaire afin de garantir la mise en œuvre effective de cet accord et le respect des engagements pris. Cette tribune de haut niveau permet également à la République démocratique du Congo de dénoncer les violations massives des droits humains perpétrées sur son territoire, tout en rappelant les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies relatifs au respect de l'intégrité territoriale des États. À noter que cette conférence, organisée pour la première fois à la veille du sommet du millénaire des Nations Unies en 2000, se tient tous les 5 ans et constitue un forum unique favorisant les échanges de haut niveau entre les dirigeants parlementaires du monde entier. Elle a, au cours de ces 2 dernières décennies, contribué à renforcer la dimension parlementaire de la gouvernance mondiale, participant à la réduction du déficit démocratique dans les affaires internationales. Faisons retour à Kinshasa afin de parler du VPM de la Défense nationale et des anciens combattants Gukabombo Mwadianvita qui a lors, dès la clôture de la cérémonie, dès la 8e session spéciale et la 10e session ordinaire du Collège des hautes études des stratégies et des défenses TCHESD, ainsi que la 8e promotion de l'école supérieure d'administration militaire ISAM, présidée mardi 29 juillet dernier dans la commune de la Gombe,
salué l'engagement ferme du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ses efforts de la paix ainsi que la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez. Représentant personnellement le chef de l'État et commandant suprême des FARDC, le VPM de la Défense nationale, Gukabo Momadi-Onvita, a clôturé mardi 29 juillet dernier la formation de la 8e session spéciale, 10e session ordinaire au Collège de hautes études, des stratégies et des défenses CHESD et de la 8e promotion de l'école supérieure d'administration militaire ESAM. Cette cérémonie des clôtures a connu la participation du chef d'état-major général des forces armées de la République, Jules Banza, du VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, parrain de la 8e promotion de l'ESAM, de la ministre d'État, ministre en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, marraine de la 10e session ordinaire du CHESD, du ministre d'État en charge d'aménagement du territoire, Gulo Ndomboyo, parrain de la 8e session spéciale du CHESD, ainsi que d'autres membres du gouvernement, du Parlement, des officiers supérieurs, de l'armée congolaise et régionale, mais aussi des invités des marques. Cette cérémonie a été ponctuée par la remise des diplômes aux lauréats suivis du mot des clôtures de la 8e session spéciale 10e session ordinaire du CHESD et 8e promotion de l'ESAM par le numéro 1 de la Défense nationale, Gukabo Momadi-Onvita, qui a, au nom du chef de l'État, salué l'expression vivante d'un engagement commun pour une armée forte, capable de produire une pensée décisive, solide, susceptible d'éclairer des décisions de haut niveau. Vous avez démontré que notre système de formation militaire est capable de produire une pensée défensive solide, capable d'éclairer les décisions de très haut niveau. Les thèmes abordés, qu'ils soient liés à la réforme, à l'administration, à l'intégrité territoriale ou aux défis géopolitiques actuels, appellent à l'action. Cette cérémonie des grandes envergures a été soldée par la signature du livre d'or de la vice-primature de la Défense nationale et des anciens combattants au commerce extérieur, où le ministre Julien Paluku Kaongia rassure aux Congolais et expatriés du démarrage ce samedi 2 août de la 47e édition de la FIKIN, annonce faite mardi 29 juillet dernier au cours de sa grande visite à la foire internationale, accompagnée du PCA et du directeur général de cet établissement public, Paul Senga, dans ce reportage. Après avoir visité ce mardi 29 juillet 2025 les sites d'exposition pour la 47e édition foraine à la foire internationale du Congo Kinshasa FIKIN, les ministres du commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, rassurent la population congolaise et les étrangers que cette 47e édition foraine placée sous les thèmes Foire de la paix et de l'unité nationale pour la stabilité des échanges commerciaux démarre ce samedi 10 août 2025 à la FIKIN. Sur place, accompagné du président du conseil d'administration Kennedy Katassi, du directeur général de la FIKIN Didier Kabampele et des experts de son ministère, Julien Paluku Kaongia a visité les pavillons qui s'apprêtent à accueillir les exposants, les podiums pour les concerts des grandes stars de la musique dont Werason pour valoriser la culture congolaise, les restaurants et terrasses pour la promotion de la gastronomie congolaise. Le ministre appelle les Quinoises et Quinoises, les différentes provinces et les étrangers de venir visiter massivement la foire internationale du Congo Kinshasa qui vient de réintégrer l'Union des foires internationales et dont les travaux de sa modernisation seront lancés dans un bref délai par la société chinoise Hunan Construction Company dont les experts arrivent ce jeudi 31 juillet à Kinshasa. C'est l'une des retombées de la participation active du ministre du Commerce extérieur à la 4e édition de l'exposition économique et commerciale sino-africaine à Hunan dans le cadre de la consolidation de la diplomatie commerciale et économique menée par le président Félix Tshisekedi. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, tient à remettre la RDC sur la scène internationale sur tous les plans. Et nous avons participé à toutes les éditions foraines à travers le monde. Maintenant, sa vision, c'est de relancer en fait la RDC
sur son activité foraine. Voilà pourquoi il tient à moderniser la foire internationale de Kinshasa. Et depuis que nous sommes au ministère, effectivement, nous avons organisé la première édition qui était la 46e édition. Celle-ci est ma deuxième édition. Nous vibrons au rythme de l'accord qui a été signé à Washington pour l'initiative du président de la République. Et donc, la paix qu'il est en train de rechercher partout, c'est pour stabiliser les échanges commerciaux que nous sommes en train de promouvoir dans ces pays. Je voudrais annoncer aux Kinoises et aux Kinois, effectivement, la foire internationale de Kinshasa va ouvrir ses portes le 2 août 2025. Avant de quitter les sites d'exposition qui se métamorphosent au jour le jour, le ministre encourage les agents et cadres de la FEKIN et a annoncé qu'il va doter la RDC de la loi foraine pour réguler toutes les activités foraines à travers le pays. Les travaux techniques de ces projets de loi sont déjà bouclés au niveau des experts, a-t-il ajouté, et tout en félicitant les provinces qui ont déjà donné des espaces à la FEKIN. Lutte contre la falsification et la contrefaçon. On en parle dans cette édition du journal. L'inspection générale des finances a, par le biais de son numéro 1, Christophe Bitassimwa Bailly, reçu des mains propres d'une délégation du ministère de la Justice qu'il a reçu dans son cabinet de travail le 2 spécimens des sceaux de l'IGF mardi 29 juillet dernier. Un acte hautement symbolique afin de consacrer le patron de ces services rattaché à la présidence de la République dans la surveillance des finances publiques. Suivez cet élément. Une délégation du ministère de la Justice et garde des Sceaux a remis officiellement au nouveau chef de service de l'IGF, Christophe Bitassimwa, les sceaux de l'inspection générale des finances ce mardi. La justice et garde des Sceaux, ces sceaux dont nous demandons juste le bon usage. Merci beaucoup. Cette dotation s'inscrit dans le cadre d'une régularisation des instruments juridiques institutionnels visant à lutter contre la falsification et la contrefaçon. La brève cérémonie s'est déroulée dans la salle Jules Alinguete au 8e niveau de l'immeuble en présence du chef de service qui a pris acte de la remise de ces 2 spécimens de sceaux que l'IGF utilisera désormais. Assisté de l'inspecteur général des finances, coordonnateur Herman Yeleza et du coordonnateur adjoint Henri-Paul Kazadi, le chef de service a promis aux représentants du ministère de la Justice et garde des Sceaux d'en faire bon usage. Après réception de cachets secs, le numéro 1 de l'IGF, Christophe Bitassimwa Bailly, a remis ses sceaux aux responsables de la division courrier et celui du patrimoine pour en disposer. Pour rappel, les cachets secs ou timbres secs permettent d'authentifier un document et éviter toute falsification. Faisons à présent un tour dans la province de l'Ituri où le nouveau projet en faveur de la paix et de la femme vient de voir le jour ce mercredi 30 juillet en ville des Bougnats intitulé « Paix durable et inclusive par l'action synergique des réseaux des organisations de la société civile féminine et des mécanismes de coordination en RDC ». Le dit projet sera exécuté conjointement par ONU Femmes et UNFPA, et c'est le gouverneur de province, le lieutenant général Johnny Luboya Kanchama, qui a donné les go de ce projet officiellement. Suivez. ONU Femmes et UNFPA consolident leurs efforts dans l'accompagnement de processus de paix en Ituri, au nord et sud Kivu. Sur une période de 3 ans, ces 2 agenceurs du système des Nations Unies vont conjointement mettre en œuvre un projet axé sur la femme, la paix et la sécurité. Cette initiative vise à renforcer le travail avec les organisations féminines locales afin de garantir une participation active et une inclusion effective de femmes dans toutes les étapes des processus de paix. Ce projet qui va durer pendant 3 ans cherche à consolider les efforts entrepris par les organisations locales féminines dans le cadre de la consolidation de la paix. La mise en œuvre de ce projet contribuera de manière significative à soutenir les efforts continus des autorités congolaises pour la stabilisation de cette région, longtemps à proie à l'insécurité. Ce projet contribue à l'effort national visant la prise en compte du genre dans la gouvernance locale en matière de promotion de la participation et de l'implication des femmes et des jeunes comme artisans de la paix durable en République démocratique du Congo.
présidant la cérémonie de lancement, le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Boyan Kashamadjouni, a encouragé les participants à s'impliquer activement dans ces projets pour en assurer le succès et la pérennité. Chers participants et participantes, saisissons tous cette opportunité pour mieux nous approprier et nous engager ensemble pour que celui-ci puisse porter un germe nouveau dans l'amélioration du rôle des femmes et des jeunes dans la consolidation de la paix à tous les niveaux. Rappelons que ce projet vient s'ajouter à plusieurs autres déjà en cours dans les provinces de l'Est, notamment en Ituri, au Nord Kivu et Sud Kivu. Tous s'inscrivent dans le cadre d'un vaste programme pour le rétablissement de la paix et la réconciliation communautaire en RDC. Et en page éducationnelle, afin de mettre un terme à cette session d'information, l'accoutrement des finalistes de l'examen d'État édition 2024-2025 suscite les débats ici à Kinshasa. Débuté depuis lundi 28 juillet dernier sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, ces sujets inattendus fait polémique sur la toile. Dans plusieurs centres des passations de ces épreuves, l'on constate que le fils de manière indécente, parfois à moitié nu. Le garçon porte quant à eux des tenues des styles fashion avec des pantalons taille basse, contrairement aux années précédentes. Alors, l'on se pose une question pertinente, celle de savoir à qui revient la responsabilité. Élément de réponse dans ces éléments de réflexion réalisés par Joël Ochudima. Alors que les épreuves de l'examen d'État, session ordinaire 2024-2025, ont débuté le lundi 28 juillet sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, un sujet inattendu fait polémique à Kinshasa, l'accoutrement des finalistes. Dans plusieurs centres de passation de la capitale, un constat préoccupant s'impose. Nombre de filles se présentent habillées de manière jugée indécente, parfois à moitié nues. Tandis que les garçons arborent des tenues de style fashion, souvent avec pantalons taille basse et accessoires ostentatoires. Cette tendance vestimentaire, en totale contradiction avec l'esprit des sérieux et des solennités attendues pour une épreuve aussi capitale, alimente depuis lundi un vif débat sur les réseaux sociaux. Des vidéos et photos largement partagées sur Facebook, X, ancien Twitter et TikTok ont suscité de nombreuses réactions de la part des internautes congolais. Pour beaucoup, ce style vestimentaire reflète une perte progressive des valeurs éducatives et morales, alors que l'examen d'État devrait symboliser l'aboutissement d'un cycle de rigueur, de discipline et de responsabilité. Alors que les épreuves se poursuivent jusqu'à la fin de la semaine, des voix s'élèvent pour appeler à une prise de conscience collective, celle de rappeler aux élèves et aux encadreurs scolaires que l'éducation ne se limite pas à l'intellect, mais inclut aussi les valeurs, la tenue et le respect du cadre académique. Madame, Monsieur, comprenez ensemble avec moi que c'est par cet élément éducationnel que prend fin cette session d'information. Mais si vous nous avez pris encore des diffusions avant de nous séparer, voici l'essentiel à retenir. Il a déclaré être déterminé à prouver son innocence dans ce procès qualifié de procès de sa vie. Constant Mutamba était face au procureur général près la Cour de cassation ce mercredi pour le 3e round dans l'affaire détournement présumé de 19 millions de dollars américains destinés à la construction de la prison des Kisangani dans la Chopo. Vous venez de suivre tout un dossier dans cette édition. Toujours en justice, peine de mort, 10 ans de servitude pénale et 20 ans de prison ferme, tels sont les verdicts prononcés par le tribunal militaire de garnison d'Engaliema mardi dernier contre 60 présumés bandits urbains communément appelés Kuluna. Un verdict exemplaire contre ceux qui s'adonnent à troubler la quiétude des paisibles citoyens afin de répondre de leurs actes.
C'en est complètement terminé pour aujourd'hui, Madame Suetou. Le plaisir était mien de vous présenter ce journal. Ça a été coordonné par Dieudonné Massounda. Merci à la grande équipe technique, mais aussi à Sharon Banza pour avoir assuré l'édition. Au revoir, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir. N'oubliez pas de bien prendre soin de vous car chaque jour est une vie.